Bonsoir Alexandre, Bonsoir Yohan, tu vas bien? bien et toi? Ça va très très bien. Je suis contente de t'avoir ce soir avec nous. Donc, je vais te présenter. Tu es CXO, Chief Experience Officer chez La Poste. À l'époque où je t'avais contacté la première fois, tu étais Product Manager chez Lima. Est-ce que tu peux nous présenter peut-être dans un premier temps ce qu'était Lima et puis aujourd'hui ce que tu fais au sein de La Poste? Alors, effectivement à l'époque j'étais product manager chez Lima. Donc Lima c'est un petit boîtier qui te permet en fait, donc c'est un objet connecté, hein. Donc il y a un côté hardware, un côté software. Et effectivement Lima, donc c'était un projet Kickstarter en 2013 qui a super bien marché et qui est donc maintenant commercialisé. Ils ont même sorti la deuxième version qui s'appelle Lima Ultra. Et donc le Lima est un petit boîtier sur lequel tu viens brancher un disque dur, et ce disque dur va devenir en fait la mémoire centrale de tous tes appareils. Pardon. Ok. Donc en fait il va venir aspirer toutes les données importantes de tes appareils, et il va te permettre ensuite de te les restituer où que tu sois à travers le monde. Tu vas pouvoir, à partir du moment où le boîtier Lima est branché chez toi sur internet et a accès à une connexion internet, il va pouvoir te restituer toutes tes informations, toutes tes données, tes photos, tes films, D'accord. voilà, tes documents et tout ça. Donc c'est une sorte de cloud privé en quelque C'est sorte. ça. Voilà. C'est une espèce de NAS. En fait, tu te sers de tes propres disques durs comme d'un Alors, NAS, et ça te permet de tout l'idée, c'est synchro d'être dessus. encore plus intégré qu'un NAS en fait à D'accord. ton système. C'est que par exemple sur le desktop, quand tu ranges tes dossiers dans ton Finder, par exemple sur Mac, Ouais. et ils vont être directement sur le Lima. En fait, tu vas pas avoir besoin d'installer un soft Ok. avec une UI un peu bizarre que tu connais pas et dans lequel tu vas devoir uploader tes documents. Non, non, tout se fait de façon complètement seamless. Ok. Et c'est Et, ça la France de Lima, de la et du, proposition. et du coup, la grosse différence par rapport à un Google Drive, un Dropbox, etc., c'est le côté physique, le fait que ce boîtier-là est chez toi et ça se passe pas en Il est chez virtualisation complète. toi et il est complètement protégé du coup du monde extérieur finalement. Et donc effectivement, tu gardes la totale propriété de tes données personnelles. Ok. Bon, très bien. Et du coup, aujourd'hui, ce que tu fais au sein du groupe La Poste. Alors aujourd'hui au groupe La Poste, donc effectivement avant j'étais product manager chez Lima, et maintenant je suis donc CXO au sein du groupe La Poste sur le produit qui s'appelle l'annuaire de La Poste, en fait Ok. qui est un annuaire tout simplement. Et donc ma mission en tant que directeur de l'expérience finalement, Mhm. c'est de faire en sorte que le marketing, le design et le produit travaillent bien ensemble pour Ok. créer la meilleure expérience possible pour les utilisateurs. Ok. Donc l'idée c'est vraiment de converger les efforts et que tout le monde travaille main dans la main au sein de ces différentes entités pour créer une expérience homogène, belle et qui répond à un vrai besoin, quoi. Ok. Et du coup, toi, tu y travailles depuis juillet à peu près, c'est ça? C'est ça. C'est un projet qui date de quand? Alors, l'annuaire de la Poste, anciennement, c'était annuaire.com, donc D'accord. c'est un site qui a un peu plus de 5 ans aujourd'hui, Ok. qui est devenu l'annuaire de la Poste il y a à peu près un an, après Ouais. le rachat donc, de la maison mère par la Poste. Et donc la Poste a l'ambition d'en faire quelque chose d'assez grand, puisque l'idée c'est quand même de devenir l'un des plus gros annuaires de France en termes d'audience en tout cas, Mhm. et de venir en plus rajouter de nouvelles fonctionnalités par-dessus cela qui vont aider à la fois les pros à être plus visibles Mhm. et les particuliers à mieux trouver et à mieux répondre à leurs besoins. Ok. Voilà. Et du coup, cette partie, on va dire, produit, tu nous expliquais que ton métier, c'était de faire le lien un petit peu entre différentes personnes au sein du projet. De combien de personnes on parle au total sur ce projet? Alors, sur l'annuaire de la Poste, on a 2 personnes en marketing, D'accord. un designer, bientôt 2, D'accord. et quelqu'un qui fait office de product manager, moi, Ok. qui aujourd'hui fait office de product manager. Et après, on a tout ce qui est dev front, mais qui sont du coup dans l'équipe technique, Mhm. et dont je ne suis pas manager des dev front. Ok. Par contre, effectivement, je travaille avec eux, voilà, Ok. normalement, comme dans n'importe quelle autre société, quoi. Ouais, d'accord. Et vous avez des dev back aussi? Vous avez une API? On a des dev back effectivement. Donc aujourd'hui, toute l'équipe de l'annuaire de la Poste, c'est avec le service client une quinzaine de personnes. D'accord. Ok. Ça nous donne Voilà. une bonne idée du nombre de personnes avec qui tu travailles au total.
C'est ça. Et du coup, d'où est venu un petit peu l'idée, le besoin? Est-ce que c'est venu du terrain? Est-ce que c'était pour un petit peu rivaliser avec les annuaires existants? Est-ce que c'est un vrai moteur de croissance ou un levier économique pour la Poste? Quelle est la raison qui les a poussés à porter ce projet un peu? Alors, bon, c'est assez compliqué parce que l'historique est assez vieux, parce que avant de s'appeler l'annuaire de la Poste avait déjà acheté annuaire.com, c'est devenu l'annuaire de la Poste un peu plus tard. Ok. Donc, les raisons pour lesquelles la Poste a racheté l'annuaire, je les connais pas forcément parce que c'était longtemps avant mon arrivée. Mhm. Maintenant, effectivement, historiquement, la Poste surtout les bureaux de poste, Mhm. c'est un peu un pilier en fait de la vie de quartier. Et dans ce contexte-là, la Poste recherche effectivement à renouer le lien social qu'elle pouvait avoir anciennement dans les quartiers, à essayer de retrouver un petit peu ce lien social. Et aujourd'hui, de nos jours, le mieux, c'est d'essayer de passer par le numérique, surtout dans les grandes villes, et ça pour essayer de renouer, de recréer des liens avec les commerçants, avec les habitants. Et donc, l'annuaire annuaire.com était là avec une base de données super fournie, exhaustive, avec beaucoup d'informations. Donc, ils se sont dit, ok, bon, là, on a un annuaire, on peut, si on rachète cette boîte derrière, on a un annuaire clé en main, et on n'a plus qu'à effectivement venir le lier à d'autres services de la Poste, Ok. qui sont complémentaires. Aujourd'hui, donc la Poste a lancé il y a peu de temps Côté Pro, Mhm. qui est un service qui permet aux professionnels de gérer leur quotidien, donc les facturations, les envois par la poste, tout ça. Et l'idée de l'annuaire de la Poste, c'est de venir fournir une offre complémentaire qui est plus, elle, basée sur la visibilité sur Internet, Mhm. sachant qu'en plus de l'annuaire de la Poste, on s'occupe aussi d'un autre produit qui s'appelle la box e-commerce, Mhm. donc qui est une plateforme de création de site Internet. Ok, très Voilà. bien. Donc, Qui l'idée, est un c'est produit à part, on effectivement... est d'accord. Pardon ? Qui est un produit un peu à part de l'annuaire. Qui est un produit à part, mais qui est voué petit à petit à... Enfin, les deux produits sont voués à se regrouper parce qu'ils répondent un petit peu à des besoins complémentaires qui sont la visibilité et la vente sur Internet. Donc, parce que la box e-commerce, c'est vraiment centré sur l'e-commerce. Ok. Donc voilà, l'idée c'est quand même d'essayer d'en faire un produit où le professionnel qui a pignon sur rue, évidemment, peut devenir très rapidement quelqu'un qui est extrêmement visible sur Internet. Ok. Donc Et que ce soit sur éventuellement les informations de base, qui fasse de la vente éventuellement directement en ligne, que et ce qui soit du fasse produit ou du éventuellement de la service. vente en ligne. Voilà. Ok. Donc du coup, tu vois, genre, c'est pour la Poste, c'est quand même cool d'avoir d'un côté la gestion du quotidien et de l'autre la gestion de la visibilité. Voilà. Donc clairement, l'annuaire était une offre complémentaire pour toutes les activités de la Poste. J'avais une question et je l'ai oubliée. Je ne sais plus. Je voulais te parler de pas de référencement. Si, de visibilité, je ne sais plus. Oui, si, ça y est, ça me revient. Désolé. Donc en fait, finalement, vous êtes une plateforme un petit peu B2B2C. Vous servez à la fois les professionnels, mais finalement, votre utilisateur final, c'est l'utilisateur qui est à la recherche d'un professionnel dans un périmètre plus ou moins grand, sur une activité, un métier bien précis, c'est ça? Exactement. On est une plateforme biface en fait. Ok. On est comme un site de rencontre avec d'un côté les pros et de l'autre les particuliers. Ok. Voilà. Donc et l'idée c'est de faire matcher les deux. Ok. Et du coup, vous, votre business model, si déjà il est en place, à moins que vous n'en ayez pas, et que du coup, c'est d'abord la priorité de faire un produit, puis ensuite éventuellement de constituer un business model dessus. Alors, le business model historiquement, c'est effectivement le référencement en fait. Ouais. De permettre à un pro d'être le plus visible possible sur l'annuaire. Et donc ça, c'est le business model historique. Tout en restant dans le même esprit, on va quand même essayer de faire évoluer les choses. De proposer encore plus de services aux professionnels. Mais effectivement, l'idée, c'est pas de rester sur ce business model qui est finalement qui est bien, hein. Enfin, qui aujourd'hui marche très bien, Qui a fait ses mais preuves. qui est peut-être pardon, Qui a fait ses preuves. qui a fait ses preuves, qui a largement fait ses preuves. Mais l'idée, c'est de le rendre plus flexible et surtout venir ajouter encore plus de services innovants, donc de services encore plus de fonctionnalités qui viendront, comment dire, encore étayer et encore
consolider en fait Mhm. le lien qui peut exister entre les professionnels et les particuliers. Ok. Et surtout au niveau de la vie de quartier. C'est-à-dire que à recréer, comme je te l'ai dit, à terme, l'idée de recréer le lien social entre les particuliers et les professionnels dans le quartier même, c'est un vrai enjeu pour nous. Et du coup, ce lien social, je ne sais pas si tu vas en parler, mais ça va se concrétiser par un forum, des commentaires, une capacité à Ouais. noter les uns les autres. Voilà, je peux pas trop en dire J'imagine. là-dessus parce qu'effectivement, c'est des Mais choses voilà, sur on parle lesquelles de on travaille. fonctionnalités autour de ça. Mais voilà, donc l'idée, c'est qu'effectivement, entre, comme je t'ai dit, le bureau de poste, c'est un pilier en fait Mhm. du quartier. Donc, il se peut effectivement qu'on essaye de trouver effectivement de l'usage, Mhm. ramener de l'usage autour du bureau de poste aussi. Ouais. Et ça, donc ça, on va clairement travailler dessus pour essayer de trouver les fonctionnalités et répondre à un besoin de façon efficace en fait pour l'utilisateur particulier et pour l'utilisateur professionnel pour venir répondre à ce besoin de création du lien social et de consolidation en fait. Surtout parce que le lien social, des fois, il existe en fait. Oui. Le lien au sein du quartier, souvent, il existe, mais comment on vient le consolider en fait, comment on vient apporter de la valeur en plus de ça, parce qu'effectivement être très bien s'entendre avec son boulanger c'est très bien, mais est-ce qu'on peut pas venir rajouter de la valeur là-dessus en fait, et pour le professionnel et pour le particulier. Ok. Voilà. Donc c'est là le vrai challenge. Du coup, j'imagine que le périmètre reste la France, qui est déjà un périmètre suffisamment grand, dom-tom inclus. Euh, Mais Est-ce qu'il y a des projets d'agrandir un petit peu ce service ou de scaler si jamais un jour ça prend de écoute, l'ampleur? j'ai envie de te dire que ça dépend pas trop de moi en fait. Je comprends. C'est-à-dire que effectivement nous notre rôle c'est déjà de faire quelque chose qui marche super bien en France. Ouais. Et si plus tard marche, bah, on pourrait effectivement imaginer donc copier le modèle ailleurs. Mais Ok. voilà, encore une fois, Ok. c'est quand même lié à la place. L'enjeu déjà C'est un est de service, taille. déjà l'enjeu est fort déjà rien que sur la France, Ouais, ouais. parce qu'il y a quand même 12 millions d'entreprises en France, donc voilà, déjà il y a de quoi faire avec ça. Alors Et en plus de ça, justement, bah, on est le groupe La Poste, donc il tu y a... vois, genre, oui, c'est bah un oui, peu oui. compliqué de partir à l'étranger comme ça. Il y a beaucoup de données. Quels sont vos concurrents aujourd'hui? Parce que bon, il y en a de différents types, plus ou moins bons, spécialistes, généralistes. Est-ce que vous avez directement identifié et mis le doigt sur le concurrent, on va dire, dont vous voulez prendre la place? Ou non, il y en a plusieurs, ou il y a encore carrément tout un terrain en fait à défricher finalement où personne n'est encore allé. C'est ça. Moi, j'ai envie de te dire que ce que j'essaye de faire, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de battre un concurrent qui aujourd'hui n'existe pas encore. Donc, d'être les premiers en fait à répondre à un besoin spécifique au sein du quartier. Effectivement, qu'on a les concurrents historiques, bah, les pages jaunes, complètement. Ouais. Yelp aussi, hein, c'est clairement, hein, c'est de la recommandation de particuliers vers d'autres particuliers, mais sur des pros. Ok. Donc, bah, c'est sûr que eux, c'est clairement bah, ouais, au-delà d'être des concurrents, c'est des alternatives. Ok. On va dire. Parce que comme je te l'ai dit, nous, notre objectif, c'est quand même d'aller sur un marché qui n'est pas forcément déjà adressé. Et du coup, par rapport à des choses comme Google My Business, du coup, Oui, bah, par exemple aussi, ça en fait partie. Concurrent, qui a une force de frappe monstrueuse, Bah, mais d'où notre besoin aussi de nous dissocier un petit peu mhm. et de nous différencier par rapport à ces acteurs-là, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ton premier réflexe, on ne va pas se mentir, hein, ton premier réflexe quand tu cherches quelque chose, c'est si tu cherches un restaurant, c'est éventuellement d'aller sur la fourchette Mhm. ou Yelp. Mhm. Et si tu cherches n'importe quoi d'autre, sauf des médecins, tu vas aller sur Doctolib. Mhm. Mais n'importe quoi d'autre, bah, tu vas taper effectivement sur Google. Et là, bam, Google va te sortir une fiche avec des informations, des photos et éventuellement des avis. Donc, d'où l'importance pour nous d'essayer d'aller plus loin encore. Ok. Voilà, et de nous différencier et de se focaliser sur le lien social qu'il peut y avoir et de faire le pont avec le bureau. Exactement. Et peut-être même encore au-delà. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Ok, très bien. Écoute, ça nous donne une bonne idée un petit peu de l'ampleur de la tâche, du projet, du nombre de personnes impliquées. Je vais continuer de te poser 2-3 questions sur le produit parce que je trouve ça finalement, on a l'impression que c'est un annuaire et que c'est déjà vu et que 1000 personnes l'ont fait, mais finalement ça reste malgré tout complexe. Bah, c'est surtout d'imaginer en fait toute l'information que peut générer un annuaire en fait. Et c'est justement là ma question. Elle a vraiment de la valeur quoi.
elle a de la valeur et elle a une vraie utilité pour les particuliers et pour les pros. Et du coup, ma question se pose autour de la mise à jour, parce que moi, à ma petite échelle et sur d'autres projets, j'ai essayé de faire des honneurs un petit peu sur des sujets et d'autres. Et une des premières problématiques, finalement, c'est l'info. C'est l'info à jour, c'est l'info, on va dire, à jour à différents endroits. Comment vous faites? Est-ce que déjà, on va dire, vous avez des moyens de vous mettre à jour? Est-ce que c'est basé sur la contribution des utilisateurs? Est-ce que c'est basé sur les professionnels eux-mêmes? Est-ce que c'est encore d'autres sources de données? Alors, il y a plusieurs façons de le faire en fait. Déjà, il y a la base INSEE en fait des professionnels. Donc ça permet déjà d'avoir la base, de ne pas avoir toutes les informations, mais d'avoir les informations de base en fait sur un professionnel, type l'adresse, le nom de l'entreprise, ce genre de choses. Donc, ça, déjà, on va dire que c'est un bon début. Ensuite, effectivement, il y a beaucoup de leviers pour venir étayer et enrichir cette base de données. Et la première, évidemment, c'est le crowdsourcing. Ok. Donc, les utilisateurs qui viennent d'eux-mêmes rajouter des photos, des commentaires, des descriptions. Ça, c'est hyper important. Et pour finir, c'est même avant le crowdsourcing, il y a aussi les professionnels en fait qui viennent s'inscrire sur le site et qui donc effectivement peuvent remplir eux-mêmes leur information. Et c'est même normal puisque c'est dans leur intérêt de fournir une information de la plus grande qualité aux utilisateurs. Ok. Donc nous après notre boulot, c'est juste de rappeler de temps en temps aux professionnels de lui dire est-ce que tes informations sont à jour? Ok. Tout bêtement. Mais voilà, ces trois leviers en tout cas, la base INSEE, les professionnels et le crowdsourcing auprès des particuliers, permettent déjà d'avoir effectivement une base de données qui est extrêmement qualitative et extrêmement bien fournie sur tu vois, la règle des 80-20. Tu vois, 20% des entreprises, si tu as 20% des entreprises qui font 80% du trafic, qui sont bien référencées, bien informées, à partir de là, tu as déjà fait beaucoup du travail, quoi. Ok. Est-ce que maintenant tu peux nous parler, Alexandre, un petit peu de ton parcours, que ce soit du point de vue académique et professionnel, les différentes entreprises, on en parlait au début, il y a eu Lima, mais il y a eu d'autres choses. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens et les choses qui t'ont marqué par rapport à ton métier aujourd'hui de CXO? Alors, donc moi, à la base, j'ai un parcours, j'ai fait l'université en fait. Donc j'ai un master de l'université en économie. Donc d'abord généraliste, et ensuite je me suis spécialisé dans le numérique. Donc voilà, donc l'université assez théorique, mais bon, on apprend effectivement énormément de choses. Donc à la fin de mes études, j'ai eu besoin de compléter ma formation par quelque chose de plus factuel en fait, par une formation plus factuelle. Alors entre temps j'ai fait 1 an de conseil, ça m'a pas trop plu, donc voilà, donc j'ai préféré reprendre mes études. Mais c'est formateur, on est d'accord? Je dis mais c'est formateur, c'est instructif. Mais c'est formateur, mais c'est hyper formateur à plusieurs niveaux. C'est formateur dans ce qu'on apprend et c'est formateur aussi dans ce qu'on, comment dire, sur le choix de vie qu'on a envie de faire après, quoi. On comprend tout de suite si on a envie de rester dans le conseil ou si on a envie de faire quelque chose de complètement à l'opposé, quoi. Et effectivement, ouais, comme tu dis, c'est formateur. Du coup, moi, ma formation, alors certes, elle m'a permis le conseil m'a permis de structurer aussi énormément ma pensée et tout ça. Mais quand même, très vite, j'ai compris que je voulais faire autre chose, que le costard cravate, c'était clairement pas pour moi, quoi. Enfin, ça se voit, tu vois. Donc du coup, j'ai décidé effectivement de faire un master spécialisé à l'ESCP. Okay. Donc un master spé en entrepreneuriat. Donc là, effectivement, là, tu prends, quand tu viens de la fac, c'est un peu un choc quand même, tout va beaucoup plus vite dans les écoles de commerce, c'est pas une légende, c'est vrai. Enfin, on est beaucoup plus sur le factuel, on fait beaucoup plus de projets de groupe qui sont extrêmement formateurs aussi. De cas, et puis bon, il y a tout le réseau de l'ESCP aussi. Ouais, le réseau. Voilà, il y a le réseau de l'ESCP qui est très puissant et le réseau de ce master, parce qu'il y a des belles startups qui sont sorties de ce master. Donc voilà, ça permet effectivement d'ouvrir son réseau. Moi, ça m'a permis encore de rentrer encore plus dans le numérique, et encore plus dans ce milieu, voilà, de la startup
qui est mine de assez hermétique quand tu viens de la fac. Voilà, on voit la plupart des fondateurs de startups et ça, ils ont fait des grandes écoles. Et c'est vrai que quand tu viens de la fac, c'est un milieu qui t'est un peu étranger. Donc le fait de faire ce master spécialisé m'a vraiment permis de rentrer dans ce milieu-là. Et c'est là en fait d'ailleurs le fondateur de Lima est un ancien de mon master. Donc tu vois, genre le réseau il a tout de suite fonctionné quoi. C'est-à-dire que juste à la fin de ce master-là en fait, je suis directement rentré chez Lima pour devenir product manager. Donc grâce effectivement au réseau. Donc voilà. Et du coup, donc, c'était un master sur l'entrepreneuriat. Par rapport au métier de product manager, finalement, pas un lien très très fort en dehors de tout l'aspect économique et business, malgré tout, autour du produit qu'il peut y avoir. Si, moi je trouve que tu as quand même le lien un petit peu, finalement, un entrepreneur, c'est comme un super chargé de projet, quoi. Le but, c'est de prendre quand même des ressources diverses et variées et de construire quelque chose avec. Et finalement, un product manager, c'est quoi sinon un project manager, mais côté produit. Donc finalement, je dirais que c'est pas le même métier, mais ça demande les mêmes qualités finalement. De la débrouillardise, un bon sens de la communication si possible, ce qui est pas toujours mon fort, mais bon quand même on essaye. Et puis effectivement une vision globale en fait des choses et une capacité à agréger l'information. D'informations qui vient effectivement de domaines complètement différents. Voilà, en tant que product manager, l'information, elle vient du marketing, elle vient des designers, elle vient de la tech, elle vient de toi. Enfin, tu vois, genre globalement, elle vient en plus du CEO en général qui manage le produit d'assez près. Enfin, bref, voilà. Donc, il y a énormément d'informations à apprendre, à emmagasiner et à restituer à tous les stakeholders finalement. Donc, voilà. Très bien. Donc oui, ce master en entrepreneuriat m'a quand même bien servi pour justement ce genre de choses, agréger l'information et puis surtout aussi prendre des risques. Parce que effectivement des fois en tant que product manager, il faut prendre des risques sur le produit. Donc voilà, c'est juste la science c'est un peu la science du faire. En fait. Donc on n'a pas forcément en sortant de l'université ou en sortant de l'école et qu'on apprend sur le tas et vaut mieux, c'est bien de faire des specs de 3 pages mais vaut mieux des fois se lever, aller expliquer le truc au gars à côté et juste faire quoi. Donc voilà. Ok. Du coup cette expérience à Lima, ça a duré combien de temps à peu près? Je dirais, ça a dû durer 2 ans, ouais. Ça a dû durer 2 ans. Donc en fait, je suis rentré juste après la campagne Kickstarter et je suis parti au moment où on a sorti la première version. Donc on a fait la release publique du premier Lima. Ok. Et ensuite? Ensuite, je suis allé chez Wise Only. D'accord. Donc voilà, qui est une grosse startup mine alors quand je suis rentré, on était un peu plus de 50. Ouais. Et on avait 2 produits, donc le premier produit qui est Wisely, donc qui est un soft, donc un SaaS en fait, qui permet de gérer les meetings en fait, c'est-à-dire gérer si tu veux le contenu d'un meeting et surtout l'interaction avec le public qui assiste à ce meeting. D'accord. Voilà. Donc à la base l'idée c'est que les idées peuvent venir de partout. Donc comment on agrège les commentaires, les idées qui viennent à la fois de la personne qui parle, qui présente pendant le meeting, mais aussi les informations qui viennent des auditeurs en fait, qui ont souvent des choses à dire et qui peuvent ainsi interagir avec la personne qui est en charge de la présentation. Et donc voilà. Donc l'idée c'est de faire un soft effectivement qui permet de gérer en fait un gros meeting. Globalement. Donc gérer le contenu. Quand on dit gros, voilà, c'est ça s'adresse à des meetings, pas de 3 personnes, on est d'accord? Non. L'idée, alors, il y avait 2 offres en fait, avec 2 produits qui y répondaient. Wisely, c'est pour les gros meetings, voire les présentations, les conférences. Les confs, ok. Voilà. Donc on peut segmenter la chose comme ça. Wisely d'un côté, conférences, beaucoup de public, difficile d'avoir de l'interaction avec le public, donc créer un soft qui permet effectivement d'interagir. De faire une présentation, de lancer des quiz, de lancer des questionnaires, enfin bref, voilà, c'est vraiment l'interaction entre la personne qui parle et l'auditeur. Un petit peu de technologie dans le monde réel en fait, au sein d'événements, à grande taille.
Exactement. Donc on avait ça pour les gros meetings, et pour les petits meetings, c'est-à-dire le day-to-day en fait, donc tout ce qui est petit meeting au sein d'une même entreprise, on avait un produit qui s'appelait Solid, qui s'appelle Solid d'ailleurs, et qui est donc et un petit soft aussi pareil en SaaS qui permet de prendre des notes assez facilement et de catégoriser ces notes afin que l'information soit la plus claire possible pour l'ensemble des collaborateurs, donc les personnes qui sont au sein de la réunion, dans la réunion, et éventuellement tout le reste de la boîte, si c'est une réunion qui est entre une petite team. Mais bon, voilà. L'idée de Solid, c'était vraiment d'aller plus vite en réunion, de faire des meetings plus efficaces, mais aussi de disséminer en fait l'information plus efficacement aussi au sein de la société. Donc de gérer un petit peu les droits d'accès au compte rendu, d'avoir différents formats affilés pour résumer ce qui s'est dit, les prises de décision, tout ça, quoi. Exactement. Bon, très clair. Et moi, donc, j'étais product manager de Solid. D'accord. Voilà. Donc, c'était une très belle expérience. Zombie, c'est vraiment une boîte, je te le dis très sincèrement, très cool. Hein, franchement, avec des super process. Bon. Et ça a été, ça n'a pas duré longtemps, puisque après, je suis très vite allé chez La Poste, mais effectivement, ça a duré un peu plus de 6 mois. Mais les 6 mois que j'ai passé là-bas étaient vraiment cool, et j'ai énormément appris, en fait. Des super process. Parce qu'en fait chez Lima il y avait tout à construire, donc c'est moi qui ai élaboré les process, donc je partais de zéro puisqu'en plus c'était ma première expérience. Donc voilà, c'était assez compliqué, mais par contre effectivement chez Weatherby là il y avait une machine qui tournait déjà à plein régime, on était quand même une cinquantaine, voilà, process mieux huilé et qui effectivement m'ont permis aussi de progresser moi en tant que product manager. Complètement. Et du coup aujourd'hui La Poste. Et maintenant La Poste, effectivement. Là, effectivement, je prends l'expérience que j'ai eue chez Lima, donc côté objet connecté, hardware, avec tout ce que ça représente. Parce que effectivement, côté donc chez Lima, on faisait pas du web, on faisait que de l'applicatif, mais on faisait quand même du hardware. Donc, et en plus, je m'étais un petit peu occupé de la production du device qui avait lieu en Chine. Donc, tout ça fait énormément de choses à gérer. Et en termes de méthodo, c'est vrai que chez Lima, ça a été assez intense de mettre en place cette méthodo. Et puis après, chez Zombie, là par contre, c'était du web. Donc, première expérience pour moi dans le web. Donc, voilà, avec des contraintes un peu différentes. Peut-être des rythmes plus intenses aussi. Et donc, du coup, maintenant, je prends ces deux expériences-là et je viens les mettre, les mélanger un petit peu et en faire quelque chose à ma sauce avec mes process à moi. Et donc là, justement, c'est un petit peu une création de poste actuellement à La Poste. J'imagine que tu arrives avec ce bagage d'expérience et de différents, on va dire, formats, que ce soit au niveau des produits, hardware, software, etc., petite équipe, grosse équipe. Est-ce que c'est facile d'arriver et d'essayer de structurer une activité produit ou pas du tout? Est-ce qu'il y avait déjà des gens qui bossaient sur le sujet avant que tu arrives? Comment ça se passe? Alors, il y avait un project manager avant, donc qui lui faisait pareil, qui s'occupait du produit, mais pas que. Donc, et surtout, ils étaient moins parce qu'à un moment, ils étaient 3 sur le projet. Donc effectivement, voilà, il y avait des process dans le cadre, pardon, il y avait des process qui effectivement n'étaient pas, pas moins cadré, moins processé. Non, mais pas au niveau, qui n'était pas fait pour 15 personnes, quoi. Qui était vraiment, alors évidemment, à 4, t'es hyper agile. Tu vas direct, t'as moins besoin de documenter, t'as moins besoin de communiquer, de communiquer. T'as plus besoin de communiquer, mais disons que la communication se fait autrement. T'as clairement moins besoin de documenter, passer du temps en meeting et tout ça. T'as juste à te lever la tête, dire au gars qui est à côté de toi comment faire, ou juste enclencher une réunion complètement informelle sur le coin d'un bureau, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, c'est des process qui sont complètement différents. Et effectivement, donc mon arrivée avec aussi un effort financier qui a permis de construire, de bâtir une équipe plus grande, effectivement, il a fallu mettre en place des process qui sont tout autres. Et effectivement, mon expérience chez Lima et chez Zombie m'a permis effectivement de mettre en place de nouveaux outils, de nouveaux process globalement,
même si effectivement les gens qui étaient en place avaient déjà des process quand même qui tournaient, mais l'idée c'était quand même de les adapter à une équipe qui grossit. Ok. Donc là, généralement, la question que je commence à poser à ce moment-là, c'est une question autour de comment vous travaillez, on va dire, entre l'expression de besoin jusqu'à la mise en prod. Là, en l'occurrence, tu vas me dire si je me trompe, mais il n'y a pas de mise en prod, c'est-à-dire que c'est un produit qui est d'abord en train d'être créé. Vous ne faites pas des mises à jour sur l'annuaire.com existant. Ah, d'accord, ok. Si, l'annuaire existe, il existait déjà, et nous, effectivement, on le fait évoluer petit à petit, en fait. Donc, alors, évidemment, c'est un gros taf, parce qu'il a fallu... là, on est en train de refaire tout le design, on est en train de rajouter des fonctionnalités, donc évidemment, ça prend énormément de temps. Nous, en plus, on s'est dit, vas-y, go, on y va, on va pas sortir toute la nouvelle interface d'un coup, on va faire en bout. Donc voilà, le produit, des fois, il y a l'ancienne interface qui est avec la nouvelle. Voilà, c'est pas génial, mais à un moment, il faut délivrer, donc voilà, quoi, on délivre ça. Les choses arrivent. On serre les dents, et puis voilà. Et du coup, ma question reprend du sens. Est-ce que vous avez des retours utilisateurs aujourd'hui qui vous permettent de sourcer un backlog, ou est-ce que c'est principalement de la vision de produit, une roadmap qui a été définie, ou des objectifs, des KPI, des choses comme ça qui vous disent, voilà, il faut qu'on priorise telle et telle chose dans notre backlog. Comment ça se passe ? Il y a 5 ans de retours utilisateurs qui permettent effectivement d'avoir un bon réservoir pour les tâches à mettre dans le backlog. Enfin, dans le backlog tout court d'ailleurs. Donc oui. Après, il y a aussi une vision produit qui est très forte, puisque l'idée, c'est qu'on essaye de faire quelque chose d'assez innovant. Et ce quelque chose d'assez innovant, voilà, ça dépend, mais effectivement, certaines idées viennent directement des utilisateurs, mais en général, c'est pas toujours les utilisateurs qui ont 50 utilisateurs qui ont la même idée sur un truc hyper précis. Non, nous, des fois, on dit, on va prendre le risque. Nous, on voit le produit comme ça à moyen terme. Voilà, on va essayer de faire en sorte que le backlog et la roadmap aient une cohérence, en fait, que la transformation soit pas non plus trop brutale, mais qu'elle soit scénarisée en quelque sorte, donc scénariser la transformation du produit, qu'elle ait effectivement une cohérence, que ça soit pour le particulier ou pour le professionnel. Et donc voilà, tout ça prend un petit peu de temps. Donc, on fait déjà beaucoup d'efforts côté marketing, déjà en premier lieu, pour tester aussi, tester une nouvelle image de marque, un nouveau discours. Donc faire déjà cet effort-là côté marketing, et ça qui est agréable du coup dans mon poste, c'est que moi je peux effectivement décider de tester quelque chose côté marketing et de le laisser de côté dans le produit, voir quels sont déjà les retours côté marketing et ensuite les faire passer dans le produit. On a sur une base d'utilisateurs très très grande aussi. Sur une grande base d'utilisateurs. Si on faisait bien les choses, effectivement, ce serait le designer qui irait faire des études sur le terrain, faire un peu de design thinking et effectivement aller interviewer des utilisateurs et tout ça. Mais bon, voilà, quand on est 15, on n'a pas toujours le temps de faire ce genre de choses. Donc on est obligé des fois de speeder un peu et de partir sur des hypothèses qu'on essaye de valider assez rapidement ou avec des questionnaires directement envoyés à des utilisateurs et tout, et donc d'essayer d'en tirer l'information la plus satisfaisante possible et qui nous apporte le plus d'informations qualitatives possible. Donc et ensuite on met ça dans le backlog et on essaye d'avancer. Mais encore une fois, c'est un petit peu de l'utilisateur, mais aussi beaucoup qui vient de notre vision à moyen terme du produit. Ok. Et du coup, au niveau des délais entre la roadmap, la vision produit globale à long terme et on va dire votre backlog, ou du moins ce qui part dans le prochain sprint, on est sur quel type de plage de temps ? Avant qu'une nouvelle feature soit en prod, on est quand même sur plusieurs mois. D'accord. Enfin, ça dépend de la feature, mais une feature sur un UR, tu as quand même des grosses contraintes, c'est-à-dire que il y a énormément de trafic. Il peut pas tomber l'annuaire. Même alors s'il peut tomber entre 2h et 3h du matin éventuellement, mais même comme ça, s'il tombe entre 2h et 3h du matin, la Guyane ou la Réunion ou machin, eux ils ont plus accès. Donc voilà, globalement on se doit d'avoir un service qui marche 24h sur 24. Donc effectivement, on peut pas finalement la disponibilité c'est votre premier challenge en fait. Pardon ? La disponibilité du service c'est votre premier challenge.
ouais, nous on est censé être un service fiable dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il doit être fiable au niveau de l'information qu'on donne, mais il doit aussi être fiable techniquement, quoi. Il faut pas qu'il peut pas tomber. Alors effectivement, hors plage horaire les plus de la journée en France métropolitaine, voilà, enfin, c'est pas un secret, il y a quand même moins de monde qui vit à La Réunion ou en Guyane qu'en France métropolitaine. Donc effectivement, si ça tombe dans les heures de nuit de la France métropolitaine, l'impact est moins fort pour nous. Mais bon, quand même, on se doit quand même de fournir un bon service. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention. On peut pas se permettre de tester, enfin de tester une fois que c'est en prod. Ouais. On essaye, on évite, quoi. Donc vaut mieux que ça soit effectivement nickel avant. Donc la partie... voilà, c'est tout dépend de la feature, mais on va dire une feature après bon, c'est aussi moi qui priorise le backlog, mais disons qu'une feature top prio et qui soit pas un chantier de plusieurs mois, donc qui prend une semaine à concevoir, quelques jours à designer et quelques jours de dev. Voilà, elle est top prio, donc en un mois, on va dire, elle se retrouve en prod. Ok, ça donne une bonne idée. Et au niveau de la vision produit, vous êtes sur des échelles à 1 an, 2 ans? La vision produit, voilà, là c'est autre chose. Comme je te l'ai dit, on scénarise la transformation en quelque sorte, donc avec plusieurs étapes. Et oui, on est sur... ouais, on est à 1 an. Moi, je suis arrivé en juillet. Et effectivement, je suis arrivé en juillet 2016. Et en juillet 2017, effectivement, le produit aura déjà bien changé. Mais sur la vision forte qui répond à un nouveau besoin, donc un peu la vision la plus disruptive possible, là, effectivement, on va être sur du fin 2017, début 2018. Ok. D'accord, donc ça nous donne une bonne idée, c'est-à-dire qu'il y a la roadmap d'un côté, 5 ans de besoins utilisateurs exprimés, plus on va dire des sprints qui sont à 3 semaines, donc ça te permet un petit peu d'établir ton backlog. Ensuite, avant que ça parte en production, quels sont les éléments qui sont requis par l'équipe de production? Qu'est-ce que tu prépares toi? Est-ce que tu spécifies dans le détail tout? Est-ce que tu vas jusqu'à faire la rédaction des tests? Est-ce que tu proposes des maquettes? Quel est en gros le périmètre de livrable avant que ça parte en production? Alors du coup, je dois juste aller chercher le chargeur. D'accord, vas-y, il n'y a pas de souci. Et alors du coup, j'ai une question un petit peu en off. Je suis désolé, le cadre a un peu bougé du coup. C'est pas grave, c'est pas très grave. Je disais, pendant qu'on y est, j'ai une question en off. Ouais. La base Sirène, c'est quelque chose qui apparemment va être porté dans l'open data. Est-ce que c'est finalement une barrière de moins pour devenir un de vos concurrents ou non, finalement, ça change pas grand-chose? Bah, si tu veux, c'est clair que c'est une barrière en moins. Clairement, enfin, dans les faits, n'importe qui aujourd'hui, du coup, peut avoir la base utilisateur. Maintenant, il faut avoir un produit déjà. Ouais. Il faut avoir une communauté. Ouais. Voilà. Et nous, on est Et une équipe. Et une équipe. Et nous, on a déjà ça. Donc après, à nous effectivement d'être meilleurs. Mais voilà, si on se fait manger par quelqu'un parce que la base est plus petite, excuse-moi, parce que la base est en open data, bien fait pour nous, hein, je veux dire. Enfin, je veux dire, voilà, c'est le jeu, hein, mais non, aujourd'hui, effectivement, il y a quand même, on enlève le prix de la base, effectivement, mais il reste quand même pas mal de freins parce que c'est pas rien d'avoir une base de 12 millions de lignes avec beaucoup de colonnes aussi. Donc c'est pas aussi facile que ça. Vous en plus, vous avez un budget, vous avez une archi technique, vous avez pas mal de choses en plus. Et puis 5 ans d'expérience, plus de 5 ans d'expérience là-dedans. Donc effectivement, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Après, et surtout,
nous, ce qu'on veut, c'est capitaliser sur le nom de la Poste, en fait. Ouais. C'est ce côté, tu l'as dit, la vie du quartier, en fait, le lien social. Et ça, pour y arriver, c'est quand même plus facile si t'as la Poste à côté de toi, parce que il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image de la Poste. Ouais. Il y a aussi des gens qui se disent, attends, c'est quand même un pilier, le postier, moi, mon facteur, je l'aime bien, je discute avec lui, tout ça. Enfin, tu vois, donc, les gens critiquent beaucoup ce qu'ils aiment aussi. Hein. Exactement. Et moi, je suis convaincu qu'il y a Et puis en termes de logistique, le jour où vous voulez, on va dire, apporter ces services e-commerce aux artisans, aux commerçants, là, c'est voilà. Ah non, après, il y a d'autres problèmes. Il y a l'inertie de la Poste. Mais bon. On est d'accord. Bon. Ça, c'était le off. Bon. Voilà, ça c'était l'off, ça c'est un autre truc. Mais en théorie, en fait, quand même, il y a des ressources qui sont incroyables. Ouais. Incroyables. Ouais, entre les bureaux de poste, les postiers, les boîtes, les autres boîtes qui ont racheté la Poste, parce que la Poste, tout le groupe, a quand même acheté pas mal de boîtes intéressantes. La banque postale. Voilà, la banque postale. Voilà, franchement, en termes de ressources, c'est incroyable. Et à nous d'en faire quelque chose d'homogène et une expérience vraiment 360. Ok. Du coup, ma question portait sur les livrables que vous préparez pour ensuite que ça parte en prod. Alors, comme il n'y a pas vraiment de... alors, il y a un product manager, c'est moi, qui suis pas product manager à plein temps, mais on n'a pas de product designer non plus. Okay. On a un designer, un UI designer. Donc du coup, c'est moi qui fais les wireframes. Ok. Voilà, complètement. Donc moi, je scénarise une feature. Voilà, de base. Donc j'écris ce que j'aimerais que l'utilisateur fasse. Ensuite, je traduis ça sur un wireframe. Ensuite, le wireframe, je l'attache à une spécification. Donc là, c'est vraiment un livrable product. Je donne ça à mon designer. Je fais un point avec lui. En général, j'ai vérifié avant que ce soit qu'il n'y ait pas de problème technique à la mise en place de cette fonctionnalité. En général, il n'y en a pas. Mais bon, c'est toujours mieux de s'en assurer. Et une fois qu'on est OK, que tout est OK, que moi j'ai ma spécification, j'ai mon wireframe, j'ai la vision qui est assez claire dans ma tête de la feature, que j'ai l'aval de la technique pour dire OK, ça c'est faisable en un temps qui est raisonnable, là je demande à mon designer de me faire une maquette. Okay. On itère énormément et une fois qu'on est OK, on balance le package à la tête, quoi. Ok, du coup là ça part en prod. J'imagine que comme il y a pas mal de combinaisons possibles sur l'outil, vous faites passer une série de tests. Est-ce qu'ils sont principalement manuels, un peu automatiques, les deux? Il y a du test automatique côté tech. Et moi ensuite il y a du recettage produit pour vérifier effectivement que la feature correspond à la spécification qui a été faite au préalable, quoi. Ok, ensuite est-ce que vous avez... 1, 2, 3 étapes de mise en production? Est-ce que vous avez une pré-prod, une pré-pré-prod et une prod? Est-ce que vous mettez en place une feature uniquement pour une partie des utilisateurs ou que en front ou que en back? Comment ça se passe? Alors, à terme, effectivement, l'idée c'est d'avoir une sorte d'avoir plusieurs environnements, dont des environnements effectivement un peu bêta en fait, où effectivement des utilisateurs puissent venir tester, on va dire AB tester, mais pas 50-50 quoi. AB tester avec 3% des utilisateurs qui testent la feature et 97% qui restent sur l'ancienne version. Donc ça, c'est à terme évidemment c'est l'idéal. Enfin, ça serait top. Maintenant, aujourd'hui, je te cache pas qu'on a tendance à assumer. On est 15, hein, donc aujourd'hui on assume énormément. On n'a pas trop le choix, on assume les features qu'on met en prod. On les teste, on vérifie que ça marche, que ça soit sur mobile, sur desktop, sur tablette, connecté, pas connecté, bref. Donc quand tu dis on vérifie que ça marche, on s'assure que ça fonctionne, que fonctionnellement ça remplit bien ce que fonctionnellement, c'est en accord avec la spécification, que ça répond aux besoins qu'on avait identifiés. Une fois qu'on est OK, on se dit vas-y, on push, tout le monde y a accès, et puis derrière évidemment on utilise des outils de tracking qui nous permettent de voir si effectivement il y a une augmentation de l'usage sur la feature. Banco. Après, tout ce qui est travail d'optimisation, là en fait on part quand même d'un produit qui n'a pas trop évolué depuis quelques années. Donc déjà le remettre au goût du jour,
changer le design, plutôt rajeunir l'interface, rajouter des petites fonctionnalités ou améliorer à la marge l'expérience utilisateur, ça a tout de suite un impact. En fait, on voit tout de suite l'impact sur l'usage. Donc on n'est pas sur de l'optimisation à la marge. On n'a pas le temps de faire ça. On fait vraiment, là on y va, on fait un gros ravalement, on va dire. Et puis rien que faire ça déjà, c'est un sacré. Donc on n'a pas besoin en fait aujourd'hui de rentrer trop dans le détail, de faire du micro-test, de l'A/B testing sur de petites choses et tout ça. Non, on balance et on assume aussi ce qu'on met en preuve. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, les principaux challenges, on va dire, c'est déjà le fait que le service soit disponible. Est-ce que tu peux nous parler potentiellement des choses, des complexités qu'on ignore, nous, en tant qu'utilisateurs? On voit le service, mais on n'imagine pas à quel point tel sujet ou telle chose peut être problématique. J'imagine qu'à l'échelle de toute la France ou à l'échelle de plein de métiers, il y a des complexités qui apparaissent. Est-ce que... ou pas? Le plus dur, c'est le search en fait. C'est l'indexation. Parce qu'il y a énormément d'informations, que les gens ont tous un usage un petit peu différent d'une barre de recherche. Il y a des gens qui vont effectivement marquer plombier, il y a deux champs, quoi et où. Plombier Paris, ok, simple, on trouve, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des gens qui vont s'étendre un petit peu sur le champ, qui vont dire j'ai un problème de tuyauterie. Et là, effectivement, il faut le challenge, c'est que même quand on a ces personnes-là, on arrive à répondre à leurs besoins. Et leurs besoins, effectivement, c'est d'avoir un plombier. Donc, le mot tuyauterie, il va falloir essayer de faire en sorte d'en faire un mot-clé qui soit associé à la catégorie plombier dans la base. Donc voilà, c'est quand on dit qu'il faut améliorer et enrichir la base, c'est pour que l'utilisateur trouve l'information, ait accès à une information la plus complète possible, mais aussi pour que le moteur de recherche ait suffisamment d'informations dans lequel chercher pour ressortir le résultat le plus pertinent pour l'utilisateur. J'imagine que sur des problématiques comme celle-là, vous ne pouvez pas, à l'échelle où vous êtes encore malgré tout aujourd'hui, mettre en place du deep learning, du machine learning, des choses assez puissantes en termes de sémantisme. On fait ce qu'on peut pour ça. On a quand même le groupe La Poste derrière qui nous aide. Donc effectivement qu'il y a des projets qui sont liés à la sémantique, au machine learning. Maintenant voilà, à notre échelle, comme tu as dit, c'est des choses qui prennent du temps, c'est pas des petits projets. C'est quand on est 15 dans l'équipe et qu'on a 2 produits en plus. Voilà, la sémantique dans le backlog, voilà, on fait ce qu'on peut, hein, on essaye de travailler dessus en fil rouge en quelque sorte. Mais voilà, c'est toujours dès qu'il y a une urgence, t'es obligé de le mettre de côté et de passer à autre chose. Donc non, c'est pas évident. Après, c'est vrai que ça demande pas les mêmes ressources que voilà. Comme je te disais tout à l'heure, on essayait de faire un ravalement. Effectivement, là, c'est plus les dev front qui sont concernés. Sur le deep learning, sur la sémantique, c'est plus les dev back. Mais bon, quand même, c'est jamais évident de jongler entre les deux. Donc voilà, c'est quelque chose sur lesquels on est, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Alors finalement, c'est une des problématiques qui ressort rarement, celle que tu as évoquée, le fait que, qui ressort rarement au sein des vidéos que j'ai eu l'occasion de faire, le fait que parfois, les utilisateurs ne font pas ce qu'on imagine qu'ils vont faire avec le produit. Et du coup, c'est finalement qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de vous en rendre compte? C'est l'analytics, j'imagine, c'est le fait de voir un petit peu dans les logs ou dans plein d'autres choses ce que les utilisateurs font avec votre produit. Alors c'est ça, c'est pas mal de remontées des utilisateurs en fait, ou qui me disent mais ça marche pas, et quand on leur demande ce qu'ils ont fait, ils nous disent j'ai fait ça. Et en fait, ok, parce que effectivement, l'avantage d'être français par contre, c'est que les gens aiment bien se plaindre. Donc du coup, les gens aiment bien quand même dire quand ça marche pas. Et pour nous, c'est vachement bien finalement. Parce que du coup, effectivement, on a toutes les données. Les gens disent mais ça marche pas. Mais qu'est-ce qui marche pas? J'ai fait ça et ça. Effectivement là, ça marche pas. Si on l'utilise comme ça, c'est compliqué. Donc voilà. Mais effectivement, moi je trouve ça incroyable le nombre de mails que je reçois. Moi je suis branché directement au mailing de feedback
Et c'est incroyable le nombre de mails que je reçois par jour, effectivement, avec des problèmes sur le search, sur des choses qui sont pas comprises. Pour nous, c'est du pain béni. Et on a ça, et on a aussi, dans l'équipe, on a aussi beaucoup de gens qui sont pas forcément, côté service client, par exemple, des personnes qui sont pas forcément des tech, enfin des personnes qui sont proches de la tech, en fait, qui sont, j'ai envie de dire des geeks, mais bon, c'est un peu, voilà, c'est peut-être pas forcément la définition, mais voilà, on a effectivement des personnes qui savent utiliser un ordinateur, mais qui sont pas intéressés par le design, par lui, qui sont pas du coup des personnes très familiarisées avec le monde de la tech et les produits. Donc qui ont un usage en fait qui ressemble énormément à nos utilisateurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement on encourage le plus possible en interne à utiliser le produit, parce que bon, du coup c'est l'avantage de travailler sur un produit B2C, c'est surtout aussi universel qu'un annuaire, c'est pour le coup tout le monde peut l'utiliser, quoi. Tout le monde est utilisateur potentiel. Voilà, tout le monde est utilisateur potentiel au sein de l'équipe. Et nous-mêmes, des fois on utilise, on se dit mais ce truc-là n'a aucun sens, qu'est-ce que ça fout là? Donc voilà, nous-mêmes des fois on est étonnés de se dire mais putain, c'est pas possible d'avoir fait ça, quoi. On n'a pas réfléchi. Donc finalement, le premier point, c'est le fait que parfois les gens font des trucs avec l'outil, avec le produit, et que c'était pas prévu pour. Mais finalement, dans votre cas à vous, vous n'avez pas besoin de faire de tests utilisateurs parce qu'il y a tellement d'utilisateurs et tellement de feedback que finalement ça vous suffit. Et qu'en plus, potentiellement, tout le monde est utilisateur, vous prenez n'importe qui et ça vous donne n'importe qui feedback, et on a un feedback intéressant en fait. Et ça c'est super. Donc du coup, effectivement, et c'est pour ça que je te disais, nous on fout en prod et puis après, parce que nous on fout en prod et je peux te dire que dans les 10 minutes on sait, hein. On sait tout de suite si ça va ou ça va pas, quoi. Okay. Donc effectivement c'est l'avantage d'avoir un produit aussi universel et effectivement voilà donc finalement qui a tout besoin. Le problème c'est qu'il y a tellement d'utilisateurs et de typologies d'utilisateurs différents qu'ils font potentiellement des choses dans des cas qui n'ont pas été listés au moment de la spécification et de l'autre il y a tellement d'utilisateurs que finalement on résout le problème assez vite. C'est ça. Okay. C'est ça, exactement. Et dans les autres difficultés que vous rencontrez, qu'est-ce que vous avez d'assez pointu ou d'épineux, on va dire? Alors, globalement, c'est le search, c'est un problème. Mais si tu veux, la plus grosse difficulté, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est que les gens aujourd'hui utilisent Google principalement. Donc c'est pas tant une difficulté qu'un challenge. Un bon challenge, c'est comment on se différencie. D'accord. Comment on va se différencier de Google. Okay. Ça c'est vraiment le truc. C'est le gros challenge de l'année et de l'année suivante en fait. Okay. Ça va être ça. C'est comment on arrive à se différencier et à s'extraire un petit peu de ce monstre énorme qui est Google et qui agrège toute l'information et qui répond, il faut le dire quand même plutôt bien aux besoins auxquels nous on est censé répondre. Donc voilà, c'est plutôt ça. Après techniquement on n'a pas de gros challenge. On a des challenges en design, faire un produit quand même qui parle à tout le monde, qui est simple de compréhension. On a des challenges en termes de hiérarchie de l'information. Alors, c'est une des questions que j'allais te poser, c'est que souvent quand on fait un annuaire avec du search, on a derrière un listing, et ce listing est établi sur des critères, on va dire, définis. Et le retour qu'on a souvent de la part des personnes qu'on liste, c'est pourquoi je suis pas en premier ou pourquoi je suis pas plus visible que les autres, etc. Est-ce que vous avez cette difficulté-là ou finalement non, les utilisateurs professionnels comprennent et savent qu'ils vont sortir plus ou moins en fonction de qui tape, quoi, quand. De toute façon, l'un de nos business models, c'est le référencement. Donc tu vois, déjà rien que ça en soi, les gens qui nous disent pourquoi je sors pas en premier là sur ma catégorie dans la ville, on dit c'est normal, il y a une autre personne qui paye aujourd'hui qui est mieux placée que vous parce qu'effectivement elle paye pour le service. Maintenant, quand des gens effectivement se plaignent de ne pas être en première position, ou du moins en première page, pour nous c'est un super levier pour lui dire mais écoute, c'est simple, il suffit de remplir votre fiche, de remplir un maximum d'informations, comme ça nous effectivement nous on met en avant les fiches des professionnels qui sont les plus renseignés. C'est normal parce que nous notre but c'est quand même de donner l'information la plus qualitative possible au particulier qui fait une recherche.
Donc on va pas lui envoyer, on va pas lui mettre devant ses yeux une fiche professionnelle qui est vide, où il manque tout. Donc au contraire, quand on a des professionnels qui ont ces interrogations-là, pour nous c'est un levier extraordinaire pour les convaincre d'être encore plus actifs sur Annuaire. Au niveau des outils maintenant, qu'est-ce que vous utilisez entre la gestion du backlog jusqu'à, on va dire, les tests, la mise en prod, la mesure analytique? Moi j'aime bien utiliser assez peu de produits, assez peu d'outils. Aujourd'hui, pour ce qui est backlog et gestionnaire de tâches, on utilise Asana. La limite d'Asana, c'est pour tout ce qui est bug, en fait. Gestion des bugs. Franchement, c'est pas la gestion des tickets, en fait, c'est assez compliqué, c'est pas évident sur Asana. Maintenant, c'est un produit qui a bien évolué sur les 6 derniers mois et qui permet une grosse customisation. Et effectivement, on a fait 2 ou 3 modifications importantes dans nos process pour coller aux nouveautés qu'avait apporté Asana. Et aujourd'hui, on a un process qui est plutôt cool avec Asana, qui nous permet effectivement de... Voilà, Asana, c'est quand même un produit qui est plutôt visuel, pas trop dur de prise en main. Donc voilà, il répond à ce besoin-là. Moi, j'ai juste... j'aimerais bien que quand je fais mes spécifications aujourd'hui, il n'y a pas énormément de possibilités de mise en page sur Asana. Typiquement sur Trello, voilà, avec le Markdown, on peut faire des choses super cool, quoi. Là, dans Asana, c'est pas le cas. Ça, c'est un peu dommage. Mais voilà. Donc déjà, tout ce qui est gestionnaire de tâches transversal, c'est-à-dire que ce soit la tech, le design, le marketing, enfin, on utilise tout ça, les opérations, même le service client, on utilise tous Asana. Voilà, il y a ça. Moi, pour mes wireframes, j'utilise Sketch, mais petit à petit, on va peut-être passer sur XD, donc le nouveau soft d'Adobe, qui est plutôt bien foutu et qui surtout permet de prototyper assez rapidement. Donc ça c'est vraiment un plus. Puis mon designer aime bien effectivement les produits Adobe, donc allons-y. Moi je suis pas, j'ai aucun problème avec ça. Donc même si j'aime beaucoup Sketch, Adobe d'ici 1 an, ce sera tout aussi performant que Sketch. Côté test, alors pour les tests, moi je prends mon Asana, je lis ma spécification, je refais la même chose en environnement de test, en pré-prod. Si ça marche, c'est bon, quoi. Donc j'ai pas vraiment d'outils de test à part entière. Par contre, on a on a 2 outils d'analytics, Google Analytics forcément, et Amplitude. Voilà, donc qui nous permettent effectivement de traquer l'usage des utilisateurs et qui nous remontent effectivement beaucoup d'informations qui sont pour nous cruciales. Là, typiquement, on va sortir une nouvelle version de la fiche des professionnels. On l'a élaborée en prenant en compte exclusivement les informations que nous avait renvoyées Amplitude sur l'usage d'une fiche professionnelle. Quels étaient les boutons les plus cliqués, tous ces genres de choses qui nous ont permis de nous faire une idée sur ça c'est le focus de l'utilisateur. Il se passe effectivement à cet endroit-là de la fiche, donc c'est là qu'on va bosser le plus possible, c'est là qu'on va effectivement faire en sorte d'améliorer l'expérience utilisateur et le design. Écoute, c'est très clair sur votre suite d'outils. Au niveau de l'évolution des métiers produits, product owner, product manager, CXO, comment tu vois l'évolution demain? Est-ce que ça va être vers de plus en plus de spécialisation ou non, ça va être finalement de se rajouter de plus en plus de compétences pour rester au goût du jour? Comment tu vois les choses? Alors écoute, moi aujourd'hui j'ai le poste que j'avais envie d'avoir depuis longtemps, c'est-à-dire que effectivement, à mon sens, le produit dans une boîte c'est quand même assez central. C'est quand même hyper important. Faut pas, soyons. Et moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier aussi là. Aussi, c'est effectivement cette position centrale qui fait que, qu'on le veuille ou non, ce qu'une entreprise vend, c'est un produit. Donc finalement, s'occuper du produit, c'est être un petit peu au centre de toute
de toute cette mécanique. Et c'est extrêmement important, et c'est surtout ce côté transversal de pouvoir parler à toutes les entités au sein de l'entreprise, donc le marketing, le design, la tech, tout ça. Donc, ça c'est quelque chose d'assez important, et c'est comme ça un petit peu que j'ai construit mon poste aujourd'hui. Mon poste aujourd'hui, effectivement, c'est de manager, de créer une expérience utilisateur. Donc, pour créer cette expérience utilisateur, bien finalement, il faut que j'ai des connaissances dans quelques domaines assez diverses. Ma mission finalement, c'est d'homogénéiser l'expérience. Et quand on parle d'expérience utilisateur, on parle du premier contact avec l'utilisateur. Des fois, ça peut être une affiche dans le métro. À la fin de l'expérience utilisateur, en quelque sorte, la fin du cycle de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire le moment où on a répondu aux besoins de l'utilisateur. Entre-temps, l'utilisateur, il est confronté à du design, du marketing, de la tech, au service client, quelquefois, à un service de paiement, bref. Il est confronté à tout ça, en fait. L'expérience utilisateur, du coup, tout le cycle d'utilisation d'un produit, souvent, ça traverse toutes ces entités et toutes ces spécificités du produit. Donc finalement, pour moi, le produit... En fait, j'ai beaucoup de mal dans la façon dont je conçois mon poste et dans la façon dont je conçois le métier produit, de l'enfermer juste dans la fonction project manager produit. Okay. Pour moi, il faut aller au-delà de ça. Il faut vraiment s'intéresser au marketing. Pour moi, un bon product manager, c'est quelqu'un qui, déjà, à la base, s'intéresse à la tech et au marketing. Okay. Quelqu'un qui arrive à allier les deux et à comprendre les deux, déjà, c'est essentiel, puisqu'il saura communiquer les contraintes techniques au marketing et il saura convaincre la tech des objectifs commerciaux que peut avoir le marketing. Okay. Donc, pouvoir faire ce lien entre les deux, c'est pour moi hyper important. En plus de ça, moi personnellement, je suis très intéressé par tout ce qui est problématique du design et de design en général. Donc effectivement, je me suis en plus, j'ai cherché à avoir en plus les responsabilités liées au design. Mais encore une fois, c'est toujours dans cette optique d'offrir l'expérience la plus homogène possible à l'utilisateur. Et donc de pouvoir avoir un œil à la fois sur le début de son expérience et sur la toute fin de son expérience. Okay. Voilà. Donc finalement, l'avenir de ces métiers-là en général, ça va être, si je te résume, d'essayer d'apporter de plus en plus de cohérence à toutes les étapes du cycle de vie de l'utilisateur. Exactement. Okay. Pour moi, un product manager, ça a toujours été un facilitateur au sein de la société, au sein d'une entreprise. C'est la personne qui doit effectivement, avant tout, faire circuler l'information et bien la faire circuler. Alors ça, c'est bien. Mais moi, personnellement, et encore, je parle pour moi, je ne sais pas si ça sera comme ça dans le futur, ou voilà, je sais pas, mais moi, en tout cas, la façon dont je vois les choses, parce que voilà, je pense que c'est très bien de faire de la communication et de faire la passerelle entre les entités, mais c'est aussi très enrichissant de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir participer au processus créatif. Tout le monde a envie de faire ça. Comme moi, j'ai pas travaillé avec une personne qui me disait non, le processus créatif, je m'en fous. Non. En start-up, quand on bosse dans le marketing, on a envie de participer au processus créatif du marketing. Quand on est dans le design, c'est le métier d'un designer. Du coup, ça a du sens. Et même quand on est dans la tech, on a envie de participer à ce processus créatif. Et finalement, avoir quelqu'un qui puisse, qui prend toutes les responsabilités sur lui et qui s'accapare le processus créatif, c'est pas ça que je dis. L'idée, c'est vraiment plutôt d'avoir quelqu'un qui a une vision sur tout ce processus créatif, qui peut effectivement orienter les personnes, les créas du marketing, les orienter dans la même direction que les personnes qui travaillent sur le design, sur le produit, sur la tech. Globalement, c'est ça, c'est
comme je te le disais, c'est assurer l'homogénéité. Et donc, être un petit peu garant du processus créatif tout au long de la ligne de production, en quelque sorte. Ok, bon, très bien. Est-ce que Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais voilà, c'est Moi, vraiment comme ça que je parlais. j'ai trouvé ça très clair et je pense que c'est un des points de vue qu'on n'avait pas encore jusque-là. C'est le fait d'avoir une expérience cliente ou utilisateur, euh, on va dire, homogène à 360 degrés au sein des différents points de contact dans l'entreprise. Donc ça finalement, c'est une approche intéressante. Est-ce que tu as des ouvrages, des livres, des blogs, des choses à nous conseiller en termes de veille, d'inspiration sur les métiers produits et à la fois éventuellement sur l'agilité? Euh, Bah écoute, moi je veux dire la veille que moi je fais, c'est surtout sur les produits et sur le design global. Donc Ok. c'est vraiment tester de nouveaux produits, de nouvelles idées, de nouvelles UX. Voilà, Beaucoup c'est d'expérience. surtout ça. Après, en fait, moi, je m'appuie sur mon bagage d'économiste Mhm. pour avoir ce côté extrêmement réaliste et extrêmement orienté business. Donc, vraiment une base, c'est-à-dire que quel que soit le produit concret, globalement, il doit répondre à un besoin et la réponse à ce besoin doit quand même générer un revenu. Donc voilà, donc ça c'est le côté hyper cartésien. Donc moi voilà, ma base c'est ça. Ensuite, voilà, je teste beaucoup de produits pour essayer d'avoir effectivement de m'ouvrir l'esprit sur de nouvelles choses. Côté méthodologie, voilà, moi je te gâche pas, je c'est pas que je m'en fous, mais c'est que C'est pas une important. fois qu'on a trouvé, voilà, une fois en fait, si tu veux, l'important, encore une fois, c'est le produit qu'on livre à la fin. La méthodo, évidemment, c'est super important, mais je vais pas passer mon temps à essayer de changer les process au sein de la boîte et tout ça. Non, non. Une fois qu'on a trouvé des process qui marchent plutôt bien, qui sont efficaces et comment dire, sont adaptés à l'organisation et aux personnalités qu'il y a au sein de la société. Parce qu'encore une fois, l'agile c'est très bien, mais j'ai l'impression que ce qui est agile, c'est la nature même du processus, quoi, du process. C'est-à-dire que c'est tellement agile que ça s'adapte quasiment à toutes les sociétés ont un process complètement différent. Moi, j'ai pas bossé dans une boîte qui avait le même process, quoi. Et on parle tous de Scrum, de machin, de truc. Ouais, non, mais en fait, il y a la théorie et il y a ce qu'il y a sur le terrain. Et sur le terrain, t'arrives, t'as des bonnes idées, effectivement, faut être agile, faut aller vite, faut faire des sprints. Bref, oui, mais après, tu t'adaptes. En fait. Tu t'adaptes aux gens avec qui tu bosses. Tout le monde n'est pas... voilà, une équipe produit, tu as du front-end, des devs front-end, tu as du designer, tu as du marketing. Enfin, et tous ces gens-là ont déjà des façons de penser qui sont quelquefois radicalement différentes. Alors, faire en sorte qu'ils aient exactement les mêmes process, non, franchement, l'idée c'est plutôt d'essayer surtout de livrer le plus rapidement possible. Et après les process, voilà, c'est dans l'idéal, c'est faire des sprints, effectivement, des sprints qui sont assez rigides en termes de temps. Et surtout, en fait, voilà, donc sprint avec des kick-offs, des bilans, des tests, bref, tout ça. Mais surtout, je pense que le plus important, c'est d'avoir un process qui fait que l'information circule bien. Ok. Je pense que c'est, en fait, peu importe le process qu'on utilise, il faut surtout que l'information circule bien et que les gens, effectivement, soient autonomes. Bon. Une fois que les personnes sont autonomes et que l'information, elle circule bien, finalement, ça va être assez fluide parce que en général, ce qui coince, tu peux mettre les meilleurs process du monde, mais ce qui coince, si l'information, elle passe pas ou qu'elle passe mal, en fait, ton process est cassé en deux parce que le dev, il aura pas compris la spec, qu'il va pas faire remonter l'information, que le marketing aura pas compris quelque chose. Enfin bon, bref. Donc, je parle du marketing, effectivement. Moi, j'inclus tout ça dans le process. Hein. Je sais qu'effectivement, d'habitude, l'équipe produit, c'est product manager, designer, dev. Moi, j'inclus effectivement le marketing parce que c'est très important pour moi, de par mon poste, que l'expérience soit homogène. Je les inclus dedans. Mais, et parce que je les inclus dedans, mes problématiques,
aussi, c'est justement que l'information, elle circule de façon la plus transparente possible. Ok. Et c'est pour ça que voilà, ma vision de la chose, c'est le plus important, c'est pas tant le process, mais que l'information, que tout le monde ait le même niveau d'information. Donc, si je résume, finalement, il faut essayer des choses, avoir le maximum d'expérience possible sur différents produits, faire et communiquer. Ouais, voilà. Enfin, Ok, pour moi, c'est le plus important. Après, sachant que après, chaque boîte, encore une fois, a son process. on est d'accord. Que, voilà, C'est bien tout ça ce vient qu'on tout essaye seul. de prouver à travers ces vidéos. Écoute, Alexandre, je te remercie beaucoup pour ton temps, tes réponses et puis nous avoir expliqué un petit peu ce sur quoi tu travaillais. Euh, et puis, Merci à je toi. te souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.